Alors, fidèle au poste, on vous l'avait bien dit, hein? Vous êtes maintenant au podcast Entre les 80 du ring et aujourd'hui, nous allons parler de notre retour sur Extreme Rules 2015. Êtes-vous prêts? Est-ce que votre truc est attaché? Que dis-je? Vous devriez me châtier avec des tomates parce que... Attacher sa tuque? Fuck l'hiver! On est weird, on s'aime comme ça, vous nous aimez comme ça aussi. Alors, bienvenue au podcast de lutte francophone par excellence. Moi, avec votre animateur, Pierre-Luc Espantoso, et son analyste, Richard Adam Gagné. Comment qu'il va, ce cher Espantoso? Mon Dieu, pour ceux qui connaissent l'espagnol, vous devez savoir que Espantoso veut dire épouvantable. Alors, live au podcast, Richard Adam Gagné vient de me traiter d'épouvantable. Comme tu sais, on dit qu'on choisit pas sa famille, mais on choisit pas non plus ses noms de famille. Mais sinon, comment ça va? Ah, ça va bien, ça va relax. Écoute, hier, j'ai quand même... je suis encore un peu en mode Extreme Rules 2015 parce que c'était quand même récent. Alors, au moment c'est qu'on enregistre le podcast, ça fait même pas 24 heures après Extreme Rules. Fait que c'est encore frais dans nos têtes. Le Raw est même pas passé encore. On filme ça, on enregistre ça plutôt juste avant. Donc, on peut pas vous parler de ce qui va se passer à Raw. On l'a pas vu encore. On n'est pas au courant. Mais avec plaisir, on va vous donner nos opinions sur l'événement qui s'est passé dimanche soir, le 26 avril 2015. Un événement plein de rebondissements. Plein de choses qu'on s'attendait. Quelques non-sens, mais ça, on va en parler. On vous invite, bien entendu, à commenter en bas de la vidéo YouTube où vous êtes présentement pour donner vos opinions sur le sujet, si vous avez aimé, si vous avez détesté et pourquoi. Cela étant dit, écoute, on va passer dans ce cas tout de suite au premier combat qui était le combat de pre-show, qui était actuellement une prédiction qu'on a faite la semaine dernière et qui s'est avérée vraie. On parle ici de Wade Barrett qui a croisé le fer avec le remplaçant de Daniel Bryan, cependant en pre-show, Neville. Dans le fond, c'est ça, il faut expliquer le fait qu'en gros, à la base, ce match-là contre Bryan était prévu pour être dedans le show, et c'était supposé d'être le tag team match qui était en pré-show. Oui. Comme on en a parlé, on l'avait prédit juste avant le show, on avait dit en gros qu'on supposait que Barrett allait malheureusement être rétrogradé et aurait probablement un adversaire du style Neville, ce qui était quand même très agréable à voir, et que le tag team match tomberait en show régulier. Donc, ça allait être annoncé quelques heures avant le pay-per-view, en réalité, la non-présence de Bryan et le fait que ce serait Neville qui remplacerait. Parce que samedi, la WWE promouvait encore que Bryan était pour affronter Barrett pour la ceinture intercontinentale. À promouvoir, faut le dire vite. Je veux dire, il s'était pas annulé sur la carte, mais il y avait rien à part Barrett qui en jasait un petit peu. Là. Il y avait vraiment rien. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas vu Daniel Bryan du tout à la télévision depuis la tournée en Angleterre, je pense. Non, c'est ça. Il a été en Angleterre, puis je pense qu'il a fait quelque chose comme 1 ou 2 shows, puis il a été présent, si je me trompe pas, juste pour l'angle avec Kane. Quand Kane était supposé de se... Oui, parce que Kane, le soir qu'il était supposé de se coucher pour Seth Rollins, c'est Daniel Bryan qui a été lui parler. Puis c'est vrai. C'est pas ce que t'es, etc. Donc, on l'a vu, mais il s'est pas battu durant ce show-là. Et par la suite, là, il est disparu. Donc, ça fait à peu près... Ça va faire 2 semaines à SmackDown, en gros, qu'on n'a pas vu. Ou à Raw. Dans le fond, aujourd'hui, qu'on l'a pas vu du tout à la télévision. Donc, résultat, on se ramasse avec Banyos Barrett contre Neville en pré-show. Oui. Je sais pas si t'es d'accord, ça a été un match vraiment excitant. C'était un excellent combat. Une belle chimie entre les deux lutteurs qui, pourtant, ont 2 styles tellement opposés. C'est à se demander, en fait, si les 2 lutteurs s'étaient pas déjà rencontrés en Angleterre. Les 2 sont là. Donc, c'est très possible qu'ils se connaissaient déjà de base, même si en réel Barrett était déjà à Raw quand Neville était à la NXT puis qu'ils s'étaient jamais rencontrés dans l'univers de la WWE. Moi aussi, ça fait quand même un bout que Wade Barrett, il roule sa bosse à la WWE. Puis Neville, si on se fie à son âge,
à son jeune âge, quand même. Adrian Neville est quand même assez jeune. Moi, ça me dit que je vais faire des recherches pendant que toi, tu parles à ta prochaine réplique, là. Mais moi, je pense que justement, non. Je pense que c'était la première fois qu'il croisait le faire, du moins à la télévision, du moins devant un grand public hier soir. C'est possible. Ben, à la télévision, certainement. Mais comme je dis, il n'y a rien qui empêche qu'ils se soient déjà rencontrés dans les house shows ou whatever, tu sais. Exact. Ou même qu'ils aient déjà fait quelque chose pour une autre ligue ou école là-bas, qui a jamais été télévisé ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, le match, il y avait vraiment une belle chimie, comme tu dis, je suis très d'accord avec ça. Bad News Barrett a quand même très bien paru. Habituellement, je suis pas un gros fan de Bad News Barrett, parce que je trouve qu'il manque un peu d'originalité dans le ring. Il est souvent axé... c'est un lutteur comme Sheamus. C'est beaucoup de brawling. J'ai toujours dit que je déteste son finish. Comme j'ai déjà dit, c'est pas parce que tu dis que c'est un autre nom pour le move. C'est quoi déjà son... C'est le... son fait de Royal Elbow qui est le... Tu parles du Royal Elbow ou tu parles du non, l'autre, le Tornado Elbow, là. Ok, ouais. Il en a amené un sac plein, apparemment, hier. Finalement, il en a pas scoré un. En tout cas, en gros, c'est pas parce que tu donnes un nom à ce move-là puis que t'en fais un finish que ça devient plus impressionnant. Je veux dire, ça reste un coup de coude d'en face. Ça, je trouve pas ça très, 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 très juste de ta part, parce que c'est quand même un peu la gimmick de Barrett, puis il a quand même réussi à faire quelque chose avec son finish au fil du temps. Puis tu sais, parce qu'au moins il build du momentum derrière son coup. Fait que c'est ça qui fait que ça a l'air impressionnant. Après ça tu y crois, là. Je veux dire, WWE commence à être adapté plus au style en même temps UFC, où c'est qu'un move bien simple de striking peut knocker un adversaire, parce que de toute façon tu le vois bien dans la UFC que c'est le cas. Ouais, et à ce moment-là, pour te reprendre toi-même ce que tu as dit, ça justifie un petit peu par après ce qu'on appelle le reality era. Ouais. Peut-être que c'est juste que je suis pas encore tout à fait prêt à accepter des moves comme ça en tant que finish. Même Daniel Bryan, je suis pas un gros fan de son running knee, en fait. Je sais pas, je suis peut-être trop habitué à vraiment des moves plus complexes ou quoi que ce soit des moves qui vont popper. Parce que le public maintenant va popper plus ou va réagir plus vers un move qui se fait très rapidement. Et le elbow de... Ça sortir out of nowhere. Oui, quasiment. Pourquoi tu penses que les gens adorent à ce point-là le RKO? Ouais, non, mais c'est ça, mais au moins c'est... Ça se fait très bien. Ouais, c'est sûr. Puis je l'aime le RKO en tant que tel. C'est pas... C'est comme je dis, c'est plus... En tout cas, c'est comme je dis, c'est peut-être juste que je suis pas encore prêt à accepter vraiment un strike comme un finish. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, pour revenir au match... Le excellent combat, on le rappelle. Le match était très très bien construit de A à Z. Les deux gars ont très bien paru. Et excellente surprise, j'étais très heureux de voir Neville sortir gagnant de ce match-là. Moi aussi, mais... Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'avais le feeling que Neville allait gagner, personnellement, quand j'ai vu le combat, parce que je me suis dit... Il est temps qu'il y ait un upset. Et là, c'est le bon moment. Pas juste parce que c'est Wade Barrett qui s'en allait pour la ceinture intercontinentale, mais le fait que c'était un pre-show, fait qu'il fallait vraiment que non seulement t'aies un bon match, mais que t'aies un résultat qui fait comme paf, qui frappe, là, qui frappe fort. C'était l'opportunité de Neville. C'était la vraie opportunité. Avant ça, ses victoires, il les avait eu contre Curtis Axel. Fait que on s'entend, c'est un jobber. Sinon, il y a eu des excellents matchs contre Seth Rollins, contre Dolph Ziggler, contre Sheamus, il a été très, très solide. Donc, Neville, présentement, moi, je trouve que là, ils ont touché... ils sont sur une belle voie, là. Oui. C'est pas trop, c'est pas assez, c'est juste correct, là. Ils rushent pas trop, ils font pas gagner contre, justement, un Seth Rollins ou un Roman Reigns. Ils font gagner contre Wade Barrett, qui est présentement plus un mid-card, qui est là depuis le début. Il a jamais touché à la World Belt. Non. Il a toujours été là pour les titres secondaires. Peut-être pas parce qu'il le mérite pas, peut-être juste parce que présentement ça le permet pas tout à fait. Sa gimmick est quand même bien. J'aime la manière qu'ils l'ont apporté en tant que Bad News Barrett.
ça lui permet de faire des belles promos en plus. J'ai aimé qu'enfin Neville, parce que dans ses 5 matchs précédents, il avait pas pu la rentrer. Probablement qu'il la gardait pour un pay-per-view. Il a enfin pu rentrer sa German qui prend le gars couché à terre et qui le lève avec la seule force de ses abs pour pouvoir tout simplement driver la German. C'était vraiment cool. J'étais vraiment content de le voir enfin rentrer ça. Ben oui. En plus... Ça a popé en plus. Je peux te garantir que ça a popé. Oui. Puis tu sais, c'est le fun parce qu'il fait en plus un gars beaucoup plus gros que lui. Là. Oui. Ça prouve que t'as pas un petit, mais t'es capable d'être fort puis de faire des moves impressionnants. Puis comme je dis, il la rend bien. C'est beau à voir quand il fait ce German-là. Là. C'est vraiment impressionnant. Le finish était très bien fait, c'était simple un peu, mais pour un premier match, c'était mieux comme ça. Pour un premier gros match, je devrais plutôt dire. Moi, ce match-là, je l'ai noté 8.5 sur 10. Oui. Ça a été dans le top 3 des meilleurs matchs de la soirée. Ça a été vraiment super. Pour toi? Moi, j'ai adoré ce match-là. Ça a super bien parti de pay-per-view. Tu peux pas vraiment, pour une ouverture de pay-per-view, tu peux pas vraiment demander mieux. Quoique le prochain combat aussi avait beaucoup de saveur. On va enfin s'ostiner. On va enfin s'ostiner. Oui, effectivement. On sait déjà qu'on va s'ostiner sur ce match-là. Luke Harper versus Dean Ambrose. Street Fight. Le Chicago Street Fight qui ils ont été jusqu'à ils ont été jusqu'à littéralement sortir des boulamites. Ce que je veux dire par là, mesdames et messieurs, c'est que ils ont fait le combat, ça a quand même popé brassé, et ensuite, out of nowhere, ils ont décidé de faire un mini hommage à WrestleMania 12 entre Roddy Piper puis Goldust, merci, où que les deux sont partis en char. Cependant, une des grosses erreurs, ils sont partis dans le même char. Dans le même char! Ça marche pas! Ça fait aucun C'était sens! zéro crédible! Non! Voyons donc! C'était zéro crédible! C'est clair! Voyons donc, c'est clair que Seth Rollins... pas Seth Rollins, que Ambrose, il est pas juste rentré dans le char puis faire comme « Ah, je vais rester assis sur le siège passager tranquille, là. » C'est sûr qu'il a essayé de frapper l'autre dude, là. Mais ça serait drôle. Ça serait drôle s'il y avait du footage qui les montrait aller au McDonald's en mettons, faire une commande à l'auto, puis... Ah, ça aurait été malade. T'as un fan qui arrive, un fan qui arrive pour voir le WWE app, il dit, il voit les deux, puis il les aperçoit, il leur dit, vous êtes pas supposé de vous battre? Ouais, mais on est tous dans le char, on avait le goût d'un McDo les deux, fait qu'on décide de prendre notre McDo, puis on va retourner à l'arena pour se rebattre après. Ouais, c'est ça. Là, on délire, là, mais c'est parce que c'était... Côté humour, c'était drôle, mais c'était tellement trouvé qu'il y avait de l'humour, vraiment tant que ça. J'ai détesté la mais effectivement, le coup de char ne faisait aucun sens. Zéro sens. C'est simple. De base, s'il y aurait eu chacun leur char, ça aurait été déjà mieux. Comme à WrestleMania 12. C'est ça. De deux, si au moins... Parce que là, ils ont été oubliés durant quasiment 1 heure. On n'entendait pas parler d'eux autres. La seule chose qui est arrivée dans le show, c'est que tout de suite après qu'ils soient partis en automobile, tu as Triple H qui dit à Kane, « Ok, là, tu vas essayer de les retrouver puis de les ramener. » Ben oui, ils sont en char. Oui, voir qu'il est capable de faire Kane, ça, voir qu'il a le temps de faire ça. Ça non plus, ça a comme fait comme... aucun sens. J'étais comme, ben voyons donc, ça a juste pas de sens. Il n'y a pas eu de footage pendant qu'ils étaient partis pour dire, ah, sont là, sont en train de faire ça. Il n'y avait rien. Non, j'étais comme, mon Dieu, c'est quoi ça? On dirait que c'est super boboche, puis juste une raison pour écourter le match, puis les ramener à un moment impromptu. Puis faire comme étant Street Fight, c'est genre... faut avouer, on s'attendait pas à ce que il quitte l'arena. Non, vraiment pas. Mais on s'attendait pas non plus qu'il était pour être aussi paresseux pour prendre le même char. Et revenir! Ah, en tout cas, non, j'ai vraiment... Non, ça fait aucun sens. Ça, moi, je suis d'accord avec toi, là. Mais tu sais, oublie ça, pis focus sur la lutte, focus sur, dans le fond, il y a eu une autre image dans le combat qui était
ECW, quand les fans ont enterré, je sais plus trop qui, avec les chaises. Ouais, puis qu'il a enterré Dean Ambrose dans les chaises. Le problème, c'est qu'il l'a mal enterré. Ça paraissait qu'il était pour sortir des chaises, là. Il l'a enterré, puis il y avait un côté de Dean Ambrose qui était clairement... il pouvait sortir. J'étais comme... Mais c'est il y a eu trop de choses qui étaient moffées. La plupart des trucs qui ont été moffés, c'était de la part de Luke Harper. Déjà, de base, si on part avant l'histoire de l'auto... il y a eu quand même des beaux moves. J'ai adoré la souplesse à travers de la chaise. J'ai comme fait ouch. Oui. Ça devait vraiment pas être agréable. Tout de suite après, t'as Luke Harper. Oh, c'était bien fait. Ça avait l'air d'avoir fait mal. Quel crime, là. Puis pourtant, la chaise était tellement tout décrite que tu le sais que la chaise, elle devait être dessoudée ou je sais pas trop, là. Ça va pas dû être si pire que ça pour Dean Ambrose, mais quand même. Après ça, t'as Luke Harper qui met une chaise dans le coin et qui part comme... Il met Dean Ambrose sur son épaule, puis qui arrive comme pour partir en courant, puis essayer de driver la tête première dans le chose. Ouais. Il manque totalement son coup. La tête de Dean Ambrose frappe clairement le turnbuckle et non la chaise. Ah oui, ça, c'était vraiment affreux, ça. C'était pas beau, là. J'étais comme, ben voyons donc. Après ça, tout de suite après, quasiment, ils partent dans le backstage. Ils auraient pu se battre plus longtemps dans le backstage. Ouais. C'était quand même cool la manière qu'ils ont fait ce petit segment-là. Vraiment, les deux qui prennent n'importe quoi, le premier objet qu'ils voient, puis qu'ils le swingent sur la tête de l'autre. Ben, se promenant en rond pour se rendre à l'auto. C'était vraiment ça, là. C'était, OK, il y a ça, là, j'y swing sur la tête. Il y a ça, là, j'y swing sur la tête. Et que tu ne vois pas assez souvent dans les Street Fights, ça l'a dit. Exact. T'as Dean Ambrose qui arrive avec une espèce de long tuyau, que je sais pas d'où il a pas fait ça. On dirait qu'il a cassé une tuyauterie d'eau, je sais pas trop. Long tuyau blanc. D'où qui sort ça? Finalement, les deux gars rentrent dans l'auto, puis là, ils partent, comme je dis, environ 1 heure. Ouais. Comme je dis, ils reviennent. Très peu de spots. Ils viennent vers le ring. Les deux vont chacun d'un côté du ring. Ils se mettent à garrocher des chaises dans le ring, une vingtaine de chaises à peu près. Mm-hmm. Les deux rembarquent dans le ring. Ça se bataille un petit peu. Comme tu dis, Dean Ambrose finit par se faire enterré sous les chaises, mais que c'était clair qu'il était pour en sortir. Ouais. Et finalement, un move qui aurait pu être bien, qui a aussi été moffé. Je sais pas si c'est Luke Harper qui s'est pas assez poussé, ou si c'est les chaises qui ont été mal placées, mais Dean Ambrose qui prend Luke Harper qui était rendu sur la 3 et qui le balance en body slam pour le faire tomber dans les chaises. Il y a juste le bas du dos, les fesses de Luke Harper qui ont touché aux chaises. Le reste de son dos... c'est plus, je dirais, Dean Ambrose qui a un peu mal dirigé... Luke Harper, je veux dire, tu peux faire un swing comme tu veux. Quand tu fais un flic comme ça, c'est pas pour rien que t'as le gars qui t'affronte qui va te projeter qui va te projeter, et c'est lui qui te dirige par après, surtout s'il y a un endroit précis. C'est ça. Donc, puis tout de suite après, il se relève, Dirty Deeds, 1, 2, 3. Ouais. J'ai l'impression, mon cher Richard, quand même, de ce combat-là. Très, très déçu. Pour moi, c'était supposé d'être le match de la soirée. Ouais. J'avais mis mon étoile sur ce match-là. Je m'attendais à quelque chose de big. Moi, je pense... Très déçu. Moi, je pense pas que c'est tant de la faute des gars. Moi, je pense que l'équipe créatrice voulait vraiment voir un spot en char puis les voir partir. Qu'eux autres, ils ont été obligés de construire autour de ça puis se dire, OK, faut écourter le début du match parce qu'il faut s'en aller au char. Puis après ça, faut revenir. Puis là, faut écourter encore notre spot parce que ils ont besoin de plus de temps plus tard. Et finalement, tout a été fait un peu à la ramassée. C'était mal construit. J'étais vraiment déçu. Moi, ce match-là, je donne un 6.5 sur 10. Moi, je disais que je l'ai aimé. Aimé dans le sens, j'ai pas capoté dessus, mais j'ai quand même aimé certains spots et les certains hommages qu'il y avait dans le combat. Mais c'est pas le meilleur combat ni de Luke Harper, ni de Dean Ambrose. Au moins, enfin, Ambrose a gagné. Ambrose a gagné. Puis il a pas paru si mal que ça. Non, il a pas paru mal. Luke Harper a paru plus mal que d'autres choses. Non, c'est ça. Mais il aurait pu, mais tu sais, vu certains spots qui avaient aucun sens, Dean Ambrose aurait pu avoir comme une bête noire à son côté puis dire, Dean Ambrose sait pas comment faire un combat. Ouais, mais j'ai fait juste vivre ce qu'on lui dit de faire, là. Yeah. Bref, ça nous mène à un autre combat que l'ombre, je pense qu'on va commencer à être d'accord.
mais dans la catégorie Boboche ne fait pas de sens. Kiss Me Arch Mash entre Sheamus, moi je commence à l'appeler Sheamus, contre Dolph Ziggler. Alors, je vais te laisser commencer à ranter sur le combat entre Sheamus contre Dolph Ziggler, parce que je pense que t'en as un petit peu long à dire. Ah non, ben c'est pas si pire. Non, pas si pire. Il y a quand même des choses que j'ai aimées dans ce match-là. À savoir, Sheamus, il a enfin quitté son univers de brawling uniquement. Dans le passé, ses matchs, c'était pratiquement que du brawling. Il faisait pas de technique. Là, non seulement il intègre un peu de technique, mais il l'intègre à la bonne manière pour son personnage. Sheamus était très rude. Même quand il faisait un headlock, il avait l'air de vouloir arracher la tête à Ziggler. Ben, c'est bon, ça. Ben c'est ça, c'était bien. Donc, ça, j'ai déjà beaucoup apprécié de la part de Sheamus. Qui sortent un peu de son « je fais juste te striker, je t'amène dans le coin, je te pogne dans les cordes, je te donne des coups de tête ». Il faisait juste du striking, presque. Très, très, très peu du reste de technique ou d'aerial ou quoi que ce soit. Donc, je suis content de le voir sortir un peu de sa zone de confort et de le faire de la bonne manière pour aller avec son personnage. La fin du match a été, pour moi, très longue. Le segment, une fois, j'explique, oui. Ziggler gagne avec un roll-up, très basic, très bas. J'étais un peu déçu. Sheamus qui est comme « Ah, j'ai perdu, non, c'était pas 3, nanana. » Il s'ostine durant 10 minutes. Puis une fois qu'il finit par se décider à baiser le cul à Ziggler, parce que c'était la stipulation, ouais. Il gosse un autre 10 minutes à se mettre un genou à terre sur levé. Ça m'a paru d'un segment d'une demi-heure, tellement ça a été long, là. Ça me gossait. J'étais comme, yeah, on le sait que tu l'embrasseras pas le cul à Ziggler, on le sait que tu vas faire un croche. Fais-les là, genre, fais-nous pas attendre durant 10 ans, là. Finalement, comme je m'attendais après ça, Sheamus qui fait un low blow à Ziggler pour finalement prendre le micro puis dire j'avais promis à la foule que Ziggler embrasserait mon cul puis ça va arriver. Puis finalement, il prend la tête à Ziggler et il se la crisse sur le cul. Ouais. Puis ça finit là. J'étais comme écourtez ça un peu, Simonac, là. C'était pas nécessaire que ce soit si long que ça, là. Sinon, comme je dis, à part de ça, Ziggler, j'aime pas quand il construit des matchs qu'il a juste l'air de vouloir s'acharner. Je trouve ça un peu poche. Mais il fait ça souvent, c'est ça le pire. C'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que Ziggler veut toujours comme donner pour prendre une citation du hockey, après tout nous sommes québécois, il semble toujours vouloir et s'obstiner même à donner son 110%. Ouais, mais c'est comme je dis... Bon, vas-y. On le sait que Ziggler est capable de donner des bons matchs, là. C'est pas parce que c'est un mauvais lutteur, mais tu sais, tu le sais que le gars, il est plus gros, il est plus fort que toi, il fait pas exprès pour y sauter dessus puis essayer de le brawler, là. Sois intelligent un petit peu. Des fois, Ziggler, il donne l'impression que son personnage, c'est un enfant de 5 ans. Oui. J'ai remarqué ça, moi aussi. Ça m'énerve un peu. Je suis comme, sois plus intelligent dans tes moves. Sors un peu de ce classique-là. Là, je veux dire, tu donnes l'impression que tu te pognerais contre Big Show pis que t'essaierais quand même de le brawler quand tu le sais, quand t'es même pas capable de te rendre à sa face, premièrement. Puis deuxièmement, c'est clair que tu y feras pas mal. C'est comme, sors de cette maudite zone de merde-là, de tout le temps vouloir juste t'acharner à brawler ou quoi que ce soit. De toute manière, t'es pas un lutteur fait pour ça, t'es pas si grand que ça, t'es pas si costaud que ça. Fais d'autres choses. Puis en plus, on le sait que t'es capable de wrestler des bons matchs. On l'a vu quand il se battait contre Daniel Bryan. C'était un tout autre personnage à ce moment-là. Quand il était heel avant, même chose. Moi, j'aime juste pas cette espèce de personnage-là qu'ils ont étiqueté dans le front depuis un peu avant Survivor Series. Je suis d'accord avec le fait qu'il kick out tout le temps, qu'il veut pas abandonner. Ouais, c'est un aspect classique de face. Exact. Mais de dire, ah oui, je me relève, puis à la place de jouer intelligemment, je vais juste y sauter dessus puis essayer de le frapper. Come on, là, m'en décroche. Pour toi. Écoute, je sais pas, j'ai eu un coup de barre parce que j'ai une journée très rude la journée d'avant, vu que j'ai fait un combat très menace moi-même.
Et j'ai voyagé, dans le fond, l'équivalent de 3 heures d'autobus pour rester une demi-heure 45 minutes avec la personne. Oh shit. Fait que malheureusement, c'est à Sheamus Dolph Ziggler que je dois avouer que je me suis endormi. Ah, ok. Tellement que ça m'a pas tant que ça allumé, effectivement. Mais quand j'ai quand même vu quelques bouts. Alors, c'était le moment embarrassant de l'animateur. C'est pour ça que tu me répondais pas. Et non, à ce moment-là, c'est pour ça que mes réponses étaient en retard. À Sheamus puis Dolph Ziggler, je m'étais endormi. Il n'y a pas de trouble. C'est compréhensible. Mais comme je dis, il n'y a pas grand-chose. Mais c'est que ce qui est arrivé, c'est dans le fond, c'est très classicisme de heel. Tu fais le tease alors que tu finis par effectivement savoir, vu que tu as déjà vu cette gimmick-là des milliards de fois dans les années 80, plus tant que ça dans les années 90 et 2000. Là, on ramène ce truc-là 30 ans plus tard, puis ça a effectivement été mal reçu. Parce qu'ils nous dit, parce que là, on connaît le truc, puis on l'a vu des kilomètres à la ronde, puis là, on s'est insulté à ce moment-là. Ben, c'était vraiment trop long. C'était juste ça. Il aurait pu faire la même chose, mais le faire comme... Sheamus, il aurait pu, dès la fin du match, réagir en agressif, ce qui aurait fité en plus avec son sang d'Irish. Pas que les Irish sont tous violents, mais que... La majorité le sont. Et on vous aime comme ça. C'est vrai, mais que tu sais, c'est souvent un stéréotype qui colle à la peau des Irish. Ouais. Donc, il aurait pu juste faire fuck you, même si tu m'as battu, je te décrisse la face, je te fais toutes mes finishes un après l'autre, être sûr que tu bouges plus, même si la belle est ruinée ou quoi que ce soit, vraiment réagir très agressivement, puis juste y faire embrasser son cul après, c'est correct, mais pas nous faire attendre, comme je dis, j'exagère quand j'ai une demi-heure, mais tu sais, la segment mais à la fin, ça avait l'air d'être une demi-heure pareil pour... Oh, ça a été un bon 5 minutes certain, qui aurait pu écourter. Ah, facilement, parce que c'est... Voir que Ziggler va aussi attendre 5 minutes avant de manger un coup, il doit aussi se sentir lui aussi en quelque part... là, les fans ont apprécié, par contre. Comment? Je sais pas si tu dormais encore à ce moment-là, mais après la victoire, à un moment donné, Ziggler a vraiment détaché son suit et a baissé son pantalon comme il faut, là. Ouais. Et t'as la crowd féminine qui a cheeré. Apparemment, c'est des trucs de Ziggler de faire exprès pour avoir de la heat, pour avoir pas de la heat, mais du pop, pour montrer ses fesses, puis là, il y a un pop de la foule féminine. C'est ça. C'est ça le but. Mais Dolph, il y a des enfants. Ouais, effectivement. Donc, en gros, ce match-là, moi, personnellement, j'ai donné 7 sur 10. Donc, je sais pas si t'as d'autres choses à dire, sinon on pourrait passer au prochain. Écoute, je peux quand même dire que j'ai quand même apprécié les certains spots que je me rappelle qui a pas fait que je me suis endormi. Fait que pour ça, moi juste dire que j'ai apprécié, mais j'étais encore le segment de fin. Encore un petit peu tuer le momentum du match, l'appréciation du match en tant que tel, parce que t'es genre là, t'as pas eu le payoff que tu voulais, bon ok fine, là on s'en va. On s'entend, ça va continuer à payback, ça. Là. C'est ça, ça va continuer à payback, fait que c'est genre, bon ben coudonc. En fait, moi c'est quelque chose que je dis tout de suite, je suis presque persuadé que le 3/4 des matchs vont se retrouver à payback. Ouais, c'est ça, fait que c'est ces gens-là, bon ben écoute, ok, je vais bien croire que là, les gens, ils payent plus nécessairement 70$ pour un pay-per-view, pour ensuite payer 70$ pour le même pay-per-view, peut-être légèrement différemment, mais c'est quand même un turn-off à ce moment-là. Bref, le prochain combat, c'est le combat par équipe, pour la ceinture par équipe, entre The New Day et Cesaro et Tyson Kidd. Dans ton ton de voix, on comprend tout de suite ce qui est arrivé. Effectivement, quoi son nom? Natalia avait un très très beau costume. De 1. On dirait que ça naît un peu triste parce qu'on dirait qu'elle est vraiment en train de se transformer en manager. On la voit presque plus dans le ring et de plus en plus, ses costumes sont pas... On le sait qu'elle se battra pas avec ce costume-là. C'est parce qu'elle stiff sur le ring. C'est ça le problème. C'est que les filles se sont plaints que
Natalya est relativement cible de ce que je comprends. Et elle a contre Charlotte. Charlotte est assez tough. Ouais, c'est ça, tu sais. Elle se plaindra pas, elle. C'est ça, la fille de Ric Flair contre la fille de Jimmy Elmo Neidhart, hey, ça c'est... On l'avait eu, en fait, à NXT. À NXT, il l'avait eu, t'avais en plus Bret Hart puis Ric Flair dans les coins pour encourager leur... J'ai pas vu ce match-là. C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. C'est Charlotte qui avait gagné, d'ailleurs. Nice. Très nice. Mais bon, The New Day contre Cesaro Kid. Nous, on avait dit dans le podcast la semaine passée que ça donnerait rien que The New Day gagne la ceinture par équipe alors que ils officialiseraient leur heel turn dans le fond à une semaine de l'événement. Exact. Et Cesaro et Kid, ça allait super bien leur affaire pourtant. Ils ont donné un très bon match. Là. Moi, personnellement, j'ai adoré Cesaro. Sérieux, il nous a fait des moves. Hey, à un moment donné, t'as Big E qui se garoche sur lui, puis lui, non, il l'attrape en plein dans les airs, là. Pas d'aide de rien, là. Il saute dessus, puis putain, je l'attrape, puis il l'a repitché à terre. J'étais comme, damn, ça paraît qu'il est fort. On a vu un Cesaro qui était très fort. Mais il a aussi fait, même si ça propre voix qu'il le fait, puis que on sait que Kofi Kingston, c'est un des lutteurs les plus acrobatiques dans le roster. Ça change pas le fait que, tu sais, faire une souplesse de l'extérieur, à partir de l'extérieur, une superplex à partir de l'extérieur, jusqu'à dans le ring, que Cesaro fait. C'était cool. Faut le faire en cibolac, pareil. Non, même si le gars il pousse, là, c'est rough, là. Oui. Parce que l'effet de levier, il est pas là. L'autre dude, il est plus bas que toi. Fait que tu sais, par les lois de la gravité et de la pesanteur, ça fait que le gars, puis toi, tu penches ton dos, fait que toi en combattant ton dos, t'as moins de force. Justement, là, que si t'étais droit. Fait que là, tu coupes ton... Je pense que Cesaro, il coupe son dos, quasiment 45-60 degrés. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous voyez ce que je veux dire dans l'imagerie. Il coupe son dos pour essayer de pogner son adversaire qui est quand même relativement bas. Mais là, il faut qu'il le lève. Il faut qu'il le lève dans les airs pour atteindre le ring. Oh, faut le faire. C'est très impressionnant. Faut le faire. Ça prend de la force, mes amis, là. Oh, c'est phénoménal. Non, il est vraiment... Comme je dis, Cesaro, c'est ça qui est beau, c'est qu'il a vraiment paru fort durant ce match-là. Tyson Kidd a pu se permettre, vu qu'il était un peu plus pop face durant ce match-là, de sortir certains moves acrobatiques qui sortent pas habituellement parce que ça fit pas en tant que heel. Exemple, son suicide dive, mais en front flip en plus. Oui. C'est très impressionnant, ça, là. Oui. Non, sérieux, j'ai été très satisfait de ce que j'ai vu. Le combat en tant que tel, oui. Oh oui, les lutteurs sont pas nécessairement sortis de leur zone de confort. Ils ont pas sorti de moves qu'on n'a jamais vu, mais tu sais, c'est Extreme Rules. On vient de WrestleMania. On prend ça smooth, fait que c'est normal. Mais, en tout cas, comme je dis, le match était très bien. J'ai pas aimé la fin, personnellement. C'est une fin vraiment de heel. Genre de fin que j'aime pas tant ça. C'est correct, mais tu sais, il aurait pu faire mieux. Pour un match qui a été vraiment incroyable tout le long, très bon. La fin était comme bof un peu. En plus que New Day Gang, j'étais comme J'ai tout pris dans le sens ok, non, ça fait ok, sure, vous voulez aller dans comme ça, mais là vous... Me semble qu'une des règles de l'art, c'est quand que le fer est chaud, tu le bats, et quand ce n'est pas cassé, tu n'essaies pas de le réparer. Cesaro Kid, il y avait encore de quoi faire avec ça, en tant que champion par équipe. The New Day, puis The New Day, il aurait pu l'avoir plus tard, ça aurait été plus efficace. Ou juste pas les avoir. Mais, et en fait, je vais me passer un petit commentaire, j'ai trouvé de plus en plus c'est quoi le problème, le gros problème majeur de, moi je connais comme étant Consequences Creed. Ouais. Dans The New Day, c'est quoi son nom? Là, c'est toi qui as un blanc? Moi, c'est moi qui ai un blanc, là. C'est, en tout cas, c'est pas grave. Oui, c'est grave. C'est quoi son problème? Qu'on a de l'air professionnel pis qu'on sache de quoi qu'on parle. Ça prouve juste qu'il est pas important, c'est tout. Ben, c'est ça le problème, c'est que sinon, il est cool. Ah, c'est ça, Xavier Woods. Xavier Woods, c'est ça. Mais bon, le nom est quand même cool, tu sais, Xavier Woods. Mais, c'est parce que, tu sais, je regarde son look, j'ai étudié son look, je me suis rendu compte,
C'est parce que lui, puis Kofi, lui, il ressemble à Kofi Kingston. Oui, c'est vrai. Il se démarque, côté look, côté face, côté cheveux même, c'est pas assez démarquant. Fait que il aurait dû garder son gros afro, il était cool. Ben oui, c'est ça. Oui, je peux bien croire que c'était la I qui a demandé pas d'afro. Au pire, résuler ton afro, parce que là, la coupe que tu as présentement, dude, c'est tu passes bouette. Écoute, ici au Québec, on a déjà assez d'un corneille, on en a pas besoin d'un en lutte. Alors on vit chaque jour comme le dernier, mais on aimerait ça que lui, ça soit vraiment son dernier. Et c'est plat de dire ça, mais c'est vrai, parce que ça a l'air d'être un boulet, malheureusement. Calique, pis j'avais tout pour rien que c'est jamais lui. Pour rien que c'est jamais lui dans le ring. Consequences Creed, / Xavier Wood, est un bon talent, il est charismatique, il est athlétique, puis il est le fun à regarder, mais WWE, là, parce qu'il a autant échappé la balle que lui-même a échappé la balle envers lui-même. C'est ça. C'est ça qui est arrivé. Il fournit pas les efforts requis qu'il devrait. Et puis c'est ce qui fait dans le fond que The New Day, c'est une question en passant qu'on m'a posée. Et c'est une très bonne question. Est-ce qu'ils vont... Moi, je pense que la réponse est non, en fait. Mais est-ce que tu penses qu'ils vont en faire un Freebird Rules avec The New Day? Freebird Rules, c'est-tu le fait de pouvoir prendre n'importe quel des 3 gars pour défendre la ceinture par équipe? Un peu comme dans le fond la Spirit Squad dans le temps. Oui, à part que la Spirit Squad, c'était toujours principalement Kenny, puis je sais plus c'est qui l'autre, là. Il y en avait 5, là. Puis non, c'était pas Nikki. Ça, je sais que c'était pas Nikki qui était... Moi, je pense pas qu'ils vont le faire. Non, moi, je pense pas qu'ils vont le faire. Parce que Xavier Wood, c'est comme je dis, j'ai le sentiment que Xavier Wood va finir par juste être un manager. Puis c'est clair que Xavier Wood, il est pas... il a pas la confiance de qui que ce soit dans l'administration. Ben, tu sais, ils te l'ont amené de manière un peu boboche aussi, là. Très. Quand il est arrivé au début, il y avait sa rivalité avec Wade Barrett, un peu de nowhere. Puis, une fois sa rivalité avec Wade Barrett finie, ils ont comme jamais rien fait de plus. Ouais. Il a été rushé à la WWE pour aucune raison vraisemblable. Puis après ça, ben, ils ont juste comme lancer la serviette avant même que le produit soit vraiment déballé. Là, c'est un peu comme dire, tu te fais offrir un cadeau à Noël. Oui! Puis il y a 2 emballages. Puis une fois que tu as enlevé le premier emballage, ben tu sais, c'est correct finalement, je vais le déballer demain. C'est comme, what? Ça a pas vraiment de sens. Ça ne fait aucun sens, c'est ça. En tout cas. Personnellement, le match a été bon. Oui. Je donne un 8 sur 10. Oui, ils ont vraiment sorti quelque chose de très solide. Comme je dis, j'ai pas aimé la fin. Puis il aurait pu être plus original à travers le match. Kingston, je sais pas si c'est parce que justement il est toujours pas à l'aise en tant que heel, mais je trouve que Kingston a trop délaissé le côté aérien. Il a presque rien fait côté aérien. Là. Ben c'est parce qu'il est reconnu pour faire des dives dans ses combats, puis faire des dives comme Superman, c'est pas très fait, on s'entend. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est pas juste une question de dive, c'est qu'en plus le gars en général saute. C'est pas des chevilles qu'il a là, il est plugué direct sur le spring là. Je pense qu'il y a plus de spring dans ses chevilles que de spring en dessous du ring. Ah wow. C'est compliqué là. Et le pire, c'est qu'effectivement, je pense que c'est effectivement ça, parce que et c'est qui dans le fond témoigne son athlétisme à Kofi Kingston. Exact. J'ai quand même apprécié, par contre, j'ai dit durant notre dernier podcast que j'aimais pas l'autre noir, j'ai un blanc. Pourquoi j'ai un blanc? Xavier Woods ou Biggie? Biggie. Je suis pas un gros fan de Biggie. J'ai quand même apprécié sa présence dans le ring. Il a sorti un peu plus du lot. Mais clairement, présentement, sont en transition encore. Ils savent pas encore comment répondre à la foule. T'as Xavier Wood qui réagissait en bébé en dehors du ring en faisant « No, we don't suck! No, come on! We don't suck! » Oui, ça, moi aussi, j'ai pas aimé ça. Ça l'a comme un peu, ça l'a comme rabaissé. C'est comme si, en fond, lui-même, il savait pas
comment réagir en tant que heel. Puis me dire honnêtement, je pense que c'est la première fois de sa carrière que Consequences Creed / Xavier Woods était heel. Même chose pour Coffey. Il y a juste Biggie qui a un peu plus d'expérience. Mais c'est parce que lui, le problème, c'est qu'avec le personnage qu'ils ont crisé dans la face, c'est dur de réagir en heel. Monsieur positivisme, puis monsieur qui sue trop de la face, là. Oui, mais c'est parce que aussi en même temps, dans le cas de Biggie, c'est qu'il a l'expérience d'être un heel, fait que il peut arriver puis faire un peu comme Diamond Dallas Page ou CM Punk avec son je suis straight up, fait que je suis meilleur que vous autres. Je suis poussif, fait que je suis meilleur que vous autres. Ouais, vous êtes toujours des gars négatifs. Vous êtes des gens négatifs. Et c'est pas bien d'être négatif. C'est pour ça que moi je suis positif. C'est parce que moi je suis meilleur que vous tous. C'est ce que je veux dire, une affaire niaisée comme ça, là. Mais je pense que le Biggie est juste pas à l'aise au micro. C'est tout simple que ça. Il a jamais été au micro avant. C'était AJ. C'était tout le temps un autre qui était au micro à sa place. Puis là, il a pas le choix de voler de ses propres ailes. Parce que Biggie aussi, il y a un aspect plus bouffonnerie, moi, je trouve, au micro. Moi, je me rappelle de son premier micro, moi, j'ai trouvé que ça avait de l'allure, ça avait un potentiel, mais ça manquait une identité. C'est il prend le micro pour présenter, puis il se transforme en une espèce de présentateur pour Dolph Ziggler dans un segment backstage il y a quelques années. Et ça avait de l'allure, ça avait une certaine présence, mais ça avait pas d'identité, et par après, ça manquait d'ingrédients pour vraiment que ça ait de la saveur. Alors, excusez-moi, effectivement, je ne pense pas que Biggie ait trouvé son hit factor pour le micro. En tout cas, on verra. C'est un autre qui l'ont peut-être trop rushé. Il venait de tomber champion. Ben, c'est ça. Il en a un autre qui venait juste d'être champion NXT. Puis 2-3 semaines après, c'est comme ben, on va être transfert à Raw. C'est ça. C'est bizarre pareil pour ça. Hein. Fait que pour venir aux résultats, par exemple, sinon, on n'en parle pas assez. Je pense qu'on n'en a pas parlé assez souvent dans ce combat-là. La performance de Cesaro et de Tyson Kidd, numéro 1. La performance de Kofi Kingston, très bien passée. Même la performance de Biggie Langston, très bien passée. Toi, je me rappelle, tu as donné un 8 sur 10 sur ce combat-là? 8 sur 10, ouais. Moi, je vais avouer que j'ai beaucoup apprécié le combat. Beaucoup apprécié le combat. C'était un très bon combat par équipe. Est-ce que c'était ton match de la soirée ou il y avait quand même mieux? Moi je trouve que Wade Barrett Neville, ça bat un petit peu de New Day Cesaro. Okay. Alors, ce qui nous mène à Rusev contre John Cena. Et là, si je peux me permettre une petite préambule, je le sais d'avance que mon co-animateur / analyste Richard va être content, malgré le fait que lui et moi, on avait la même idée. C'est quand même lui qui a fait le corps. Mesdames et messieurs, on va maintenant parler du combat de chaîne russe, avec comme gimmick les lumières de hockey à chaque coin. Rusev contre John Cena, accompagné de... Et Lana qui accompagne Rusev. Ça va être important pour qu'on parle de Lana. Parce que il y a quoi qui arrive avec Lana. Mais le combat d'abord, Rusev contre John Cena. Un match digne d'un chain match, là, c'était slow, moi, c'est hyper limité. Mais c'est pas de leur faute. Dès que t'attaches les lutteurs, c'est automatiquement c'est plus difficile. Là. Tu peux pas faire ce que tu veux. Dès que tu rajoutes une corde, une chaîne ou quoi que ce soit, puis que les deux lutteurs sont pris ensemble, ça complique les choses. Ça enlève une grosse majorité, de grosses possibilités d'originalité. Donc déjà de base, c'est comme on va travailler avec la gimmick du match. Mm-hmm. Les lutteurs ont été corrects. C'était pas un mauvais match. Ça a été quand même mieux que Fastlane. Mais il y a vraiment rien de spécial à dire sur ce match-là parce qu'il n'y a pas eu de move incroyable. Tout est resté très, très réglementaire, très rude. J'ai trouvé la fin un petit peu boboche. Oui. Moi, j'aime pas. Tu sais, les deux qui finissent par toucher 3 coins, puis qu'ils ont le même coin à toucher, puis qui font juste se regarder. Oui. À place de se garrocher les deux ou de se battre. Non, ils se regardent là, puis
Hey, il nous reste le même coin. Ça ressemblait à ça en tabarouette, hein. Et voici un autre non-sens, mesdames et messieurs. Si vous avez vu le combat, vous avez pourtant bien vu que à chaque fois qu'il y avait un petit délai de genre même pas 10 secondes qu'il y a eu un coin qui a pas été touché, l'arbitre a callé off a fait le signal de caller off les lumières, et donc faut recommencer à zéro. C'est parce que Rusev et John Cena, ce segment-là que Richard vient d'expliquer, ça faisait au moins une bonne minute qu'ils se regardaient comme deux gros bêtas. Et l'arbitre a jamais callé ça off. A jamais callé les lumières là. Fait que c'est comme si... Pourtant, il y a rien qui se passait pendant une minute de temps, là. Oh, il se regarde, là, puis là, à un moment donné, t'as Rousseff qui prend le guest, qui arrive pour se garrocher. Cena s'en va dans l'autre coin, tire sa chaîne pour le ramener vers lui. Il le prend sur ses épaules, attitude adjustment, il va toucher au dernier coin. J'étais comme... C'était plus Clunex qu'autre chose comme finish, ce combat-là. Et je me dis que peut-être que, tu sais, on a parlé beaucoup d'aide récemment dans le podcast. Je ne pense pas que Rusev était à l'aise avec le combat de chaîne. Je pense pas non. Il avait pas l'air d'être si à l'aise que ça. Comment? Qui peut être à l'aise avec un combat comme ça? Comme je dis, c'est hyper restrictif, là. Il y a moyen, pareil, de faire quelque chose. Je veux dire, Rusev a bien démontré qu'il pouvait faire des accolades avec la chaîne. Il aurait pu faire ça pour affaiblir Cena hier soir, puis il l'a pas fait. Exemple. Ouais, même chose pour Cena. La chaîne, elle a été utilisée pour donner des coups, pis c'est tout. Ça, c'est puis même Cena, qui a fait le STF, en passant, on devrait plutôt l'appeler le STFE. Ouais. Worst step over to old face lock ever. Mais je sais pas si à la base il devait utiliser la chaîne, parce que la chaîne était prise dans le pied de Rusev. Il y avait assez de lousse pour ça. Ah ouais? Okay. Comme je dis, j'ai jamais travaillé avec une chaîne personnellement, donc je suis pas trop au courant. Mais en tout cas. Et j'aimerais dire que ce monsieur est un ancien ou est toujours en fait champion hardcore. Alors, c'est l'expert des trucs extrêmes dans ce podcast. Et c'est ça. Mais je dois vous avouer que moi j'ai déjà fait un combat de barbelé, un combat de feu et j'ai fait des combats de... Non, c'est pas mal le plus extrême que j'ai fait, c'était un combat de feu puis un combat de barbelé. Le gros spot du match, en réalité, c'est con, ça avait même pas rapport avec le match. C'était Rusev qui, à un moment donné, Lana arrivait sur les marches, puis arrivait sur le bord du ring. Et t'as Rusev qui s'en va dans le coin, puis qui lui crie après, qui lui dit non, tu t'en vas dans le backstage. C'était effectivement ça. C'était ça le moment important du match, c'est tout. Ça a été la seule chose qui a construit quelque chose dans ce match-là. Ben oui, c'est ça. Fait que c'est que dans le fond, le match était correct, mais il n'était pas efficace point de vue rivalité Rusev contre John Cena. Exactement. C'était clair qu'il était pour avoir un follow-up. Oui. Et c'est là que je sors ma green card. Je l'avais callé. Mesdames et messieurs, brace yourself. Richard Adam Gagné avait raison. Mais je dis pas qu'il a tort le monsieur là. Mais cette fois-là, c'était prévisible. Il avait totalement raison. Ton moment de gloire. Ben effectivement. Ben comme je dis, j'avais dit durant notre podcast de WrestleMania que ça s'en allait vers un I Quit match. Et j'étais d'accord. Un match entre les deux. Et durant le pay-per-view, ceux qui n'ont pas vu le pay-per-view, on a vu Rusev en backstage gueuler encore après Lana pour que Lana aille parler à The Authority. Lana qui rentre dans la room de The Authority. On passe à un autre match et après ça, Lana qui revient vers Rusev et qui dit à Rusev, après avoir parlé à The Authority, tu vas avoir un autre match à Payback, mais ça va être un I Quit. Qui est la spécialité de John Cena, on le rappelle. Exactement. Mais là, on va en parler on va regarder ça pour plus tard, mais qui sait? Peut-être que ce serait là le I Quit que Cena va peut-être perdre. Exactement. Wishful thinking en passant. Ça va vraiment dépendre du building au travers de la semaine. On va en parler plus à la semaine juste avant le pay-per-view. Donc dans 3 semaines, parce que c'est exactement. Le 17 mai. S'ils mettent beaucoup Cena over durant les prochaines semaines, il y a une possibilité qu'ils fassent gagner Rusev, ce qui serait peut-être pas une mauvaise chose. Non, parce que là, après autant de défaites, il faut que Rusev, malheureusement, c'est plate à dire, mais il faut que Rusev remonte pour finaliser le monstre
qui était bâti pendant plus d'un an et demi précédent WrestleMania. S'il perd, ben à partir de ce moment-là, c'est le cas de le dire, tu fais quoi avec Rusev? Surtout que là, en plus, il y a de fortes chances que Lana, après ce match-là, prenne ses distances, parce que là, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle se fait gueuler après. Elle va s'écœurer à un moment donné, là. C'est là and clear. Et il y a des rumeurs, comme j'avais dit au début de ce segment-là concernant Rusev contre John Cena, que Vince McMahon a de gros espoirs pour le personnage de Lana ou la personne Lana elle-même qui est à la base une comédienne, une actrice. Elle a l'air de très bien travailler. À date, elle est très à l'aise avec le micro. C'est un beau personnage, Lana, là. C'est un très beau personnage. Elle a des belles manières, elle réagit bien. Quand vient le temps d'improviser, est capable de bien réagir. C'est son... quand vient le temps d'avoir plus des craintes, des peurs, exemple, quand justement t'avais, juste avant le match à WrestleMania, que t'avais Cena qui avait Rusev dans son STF, puis que là t'as finalement elle qui panique, puis qui fait comme ok, c'est correct, on va te le donner le match. Dans sa manière de l'acter. Non, c'était beau ça. C'était très très beau. C'était très réaliste. Elle avait vraiment l'air d'avoir peur pour son client. Là. Moi, c'est le shut up que j'aime pas. Parce que, tu sais, le shut up, ça fait très, tu sais, elle se rabaisse au niveau du public. Selon moi, elle aurait eu plus intérêt à dire, tu sais, elle est supposée d'être une personne qui commande le respect, qui impose le respect. Tu sais, qu'est-ce qui l'a empêché de regarder la foule d'un attrait glacial et de lui dire silence! I command silence! Je commande le silence. C'était plus efficace pour un personnage comme Lana, mais non, elle a sorti à un moment donné le shut up, qui a de l'air qui manque plus d'assurance qu'autre chose. C'est le seul défaut que je vois au personnage. Ça sonne Vicky. C'est un gros défaut. En fait. Ça sonne Vicky Guerrero, en fait, avec son excuse. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'est tellement vrai dans le fond. C'est tellement Moi, je pense que la personne qui a écrit la gimmick de Vicky Guerrero, pour moi, juste avant, elle avait fait le tour de The Legend of Link sur CDI, puis elle était marquée par l'Excuse me! Oh non. C'est quoi de même? C'est comme, non, c'était pas très... It does not work. Donc, pour terminer ce match-là, moi, je donne un 6.5 au match. C'était ordinaire. Moi, je trouve ça ordinaire. Je trouve ça comme c'était... C'était comme un hot dog sans ketchup, sans fromage et sans moutarde. Là, c'était... Puis le spot de fin qui faisait aucun sens. On avait tous peur parce que t'avais la gimmick des 4 coins, il allait encore faire la même chose la même chose qui était arrivé la dernière fois à John Cena, que les deux lutteurs touchent les 3 coins en même temps. Il y aurait juste un coin. Oh mon Dieu, le gros drame. Tu sais. En tout cas. Fait que pour ça, je suis comme, ok, bon, en même temps, ils ont comme beaucoup réchauffé, le dernier match de Shane, et tu vois visiblement que Rusev était pas totalement dans son aise avec ce type de combat-là, ce qui était dommage. Il a démontré qu'il pouvait être but avec une chaîne, puis finalement, il a pas eu l'opportunité vraiment de démontrer ça dans ce combat-là hier soir à Extreme Rules. Exactement. Et c'était dommage. Next one? Next one indeed. On parle ici, mesdames et messieurs... Du match post-pipi. Du match post-pipi, effectivement. Qu'est-ce que c'est le match post-pipi? C'est le match Naomi contre Nikki Bella pour la ceinture des divas. Et j'avais commencé en disant que Naomi était impressionnante. Moi, ce qui m'a impressionné... Nouveau look, nouvelle gimmick, sûrement pour lui donner de la distance avec les Usos, vu les circonstances, les Usos ne sont pas utilisés vu que Jay est blessé pendant 6 mois de temps, mais il y a quand même Jimmy qui peut faire quelque chose, mais la I décide de pas rien faire. Ce qui amène que Naomi, comme j'ai dit, elle vient avec une nouvelle gimmick, elle vient avec une nouvelle gimmick. Oh, est-ce que je t'ai perdu?
Non, tu m'as pas perdu. Ok. Excuse-moi. Avec une nouvelle gimmick et une nouvelle, tu sais, ça fait plus son attitude et son in-ring work, c'est bien adapté à l'aspect heel. Oui. Sérieux, elle a été quand même impressionnante dans le match. Moi, j'ai aimé le fait que les deux, si tu les regardais les semaines précédentes, puis tu les regardais durant le pay-per-view, les deux sont sortis beaucoup de leur zone de confort et ont essayé des trucs. J'ai aimé que Naomi, justement, était un peu moins Ariel, mais quand même, elle a quand même rentré le Springboard Moonsault. C'était vraiment cool. Oui. Nikki a essayé de sortir des trucs. C'était correct. Exemple, elle a fait une espèce de springboard kick qui est rentré un petit peu awkward. Ça n'a pas l'air d'être parfait, mais tu sais, au moins elle a essayé des choses. Elle a essayé de sortir de sa zone de confort. C'était quand même un bel effort des deux filles. Naomi, j'ai hâte qu'on ait un peu plus d'explications sur justement qu'est-ce qu'elle va être comme personnage, parce que présentement, la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle veut prendre sa place. Elle veut prendre sa place parce qu'elle est d'être trop l'agent de ces filles qui, dans le fond, se ferait niaiser par la I. Se ferait niaiser par tout le monde. Alors, moi, j'ai vraiment peur qu'il fasse ça justement parce que il faut y donner quelque chose pendant que Jay est pas là. Moi, c'est juste ça que j'ai comme crainte face à Naomi. Je pense que tes craintes sont non seulement fondées, mais c'était un mal pour un bien, considérant que, écoute, ça semble quand même aller vers la bonne voie. Fait que pourquoi pas? Si elle est capable de bien se développer là-dedans, ça va donner quelque chose de bien, c'est sûr. Fait que le combat en tant que tel, qui était la pause pipi, malheureusement, ceux qui ont vraiment été aux toilettes pour ce match-là, on manquait quelque chose. On manquait une belle performance de Naomi, mais une performance néanmoins banale de Nikki Bella. Ouais, ben c'est ça. Comme je dis, c'est quand elle a essayé de sortir des choses en dehors de son arsenal, c'était un petit peu botché. C'était pas parfait. La fin m'a rendu perplexe. Un peu, hein? Je comprenais comme plus trop exactement où est-ce qu'il s'en allait avec ça. Finalement, les Bella qui font quand même un coup croche, même s'ils étaient comme un peu les faces dans le match. Ouais. Tu sais, finalement, Brie Bella qui pendant que l'arbitre a le dos tourné, donne un kick à Naomi pour la stunner. Après ça, Nikki a fait son backbreaker. 1, 2, 3. Ouais. J'étais un peu perplexe. Je sais pas exactement où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Est-ce que par la suite, ils vont comme faire une Naomi qui déjà réalise les erreurs qu'elle a fait ou je sais pas trop. Fait que là, elle va garder son attitude mais en étant face. Ouais. Je sais pas. Comme je sais pas où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Je me doutais que Nikki était pour gagner. Oui. Mais la fin me rend perplexe malgré tout. Le match était quand même assez bien. Moi, je donne un 8 sur 10 à ce match-là. Comment tu lui donnes? 8 sur 10. Moi, j'ai bien aimé. Et moi, conséquemment, j'ai également bien aimé le combat. Puis là, on était quoi avec ce combat-là? Parce que dans le fond, on le répète, qu'est-ce qui a vraiment démarqué ce combat-là? C'était la performance de Naomi, son changement de look, et même sa lutte, et même son adaptation au heel versus Nikki et Brie, dans le fond, qui ont pas vraiment fait. C'est assez usuel. Oui, t'as raison. Il y avait quelques nouvelles affaires que Nikki voulait essayer. Mais encore là, faut pas oublier que là-dessus, t'avais. Ça avait l'air garoché dans le sens que. Là, soudainement, Naomi a knock Paige out. Fait qu'elle est heel. Et parce que Naomi est heel, soudainement, Nikki Bella est face. Out of nowhere. Alors, Nikki Bella a eu aucune explication qu'elle était face, a toujours été huée par la foule, et là, soudainement, les gens savaient plus comment la prendre, à part hier soir, c'est Nikki Bella, elle va péter la gueule à l'arrogante et la nouvelle méchante Naomi. Fait que, yeah! Ouais. C'est ça pareil. Ça va sûrement plus se construire. C'est que, comme je dis, il n'y a pas juste l'histoire de Jay aussi, il y a aussi l'histoire que AJ les a plantés là, puis que ça a clairement changé leur plan. Là. Ah oui, clairement. Ils ont été obligés de jouer avec ça, puis ils
Ils n'ont pas eu le choix. Non. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça doit y être pour quelque chose. Puis ça fait en sorte que là, ça a l'air garoché. Ouais. Next one. Big Show versus Roman Reigns dans un Last Man Standing match. Moi, je corrigerais ça. Moi, je dirais Last Beast Standing. Last comment? Last Beast Standing. C'était wow. Hey, c'était wow, hein, comme combat, sérieux. Les deux. Ça a commencé là, mais au fur et à mesure que ça progressait, il y avait même une excellente psychologie de la part de Big Show. Ah, les deux! Le match a été très bien construit pour donner une belle importance aux deux lutteurs. Oui, les deux lutteurs ont raconté une histoire durant ce match-là et tu pouvais comprendre et ressentir les émotions. C'était wow! Je ne m'attendais pas à ça de la part de ces deux lutteurs-là. Est-ce que tu t'attendais? Est-ce qu'ils prennent qu'ils prennent des tables pour le combat? God. Je me disais peut-être parce que c'est quand même la seule weapon qu'on n'a pas vue de la soirée. Ouais. Fait que je me disais peut-être mais pas Extreme Rules. C'est ça. Mais je m'attendais peut-être à une table, mais pas 7. c'est sérieux, je pense qu'ils ont passé le mobilier au complet durant le match. Oui, c'est ça. Ça n'a pas d'allure. Mais c'était bien parce que justement, pour expliquer le début du match, en gros, les deux se bataillent un petit peu. T'as Roman Reigns, pour essayer de reprendre un certain over, va chercher une table en dessous du ring. T'as Big Show qui vient, qui le frappe, qui le garage dans les barricades, puis qui fait « Non, fuck it, moi j'ai pas besoin de ça, une table. » Il prend la table, il la resserre en dessous du ring. Je suis un géant, moi, j'ai pas besoin de weapon. Il prend Roman Reigns, il le rembarque dans le ring. Il continue à le bûcher un petit peu. Finalement, Roman Reigns ressort du ring, ressort la table, cette fois-ci la monte. Ouais. Big Show qui revient, frappe encore Roman Reigns, et là qui fait « Gars, ta crise de table, là, tu l'utiliseras pas. » Et prend ses 2 points et défonce la table avec ses poings. Ce qui était hot, là! C'était merveilleux! Il a paru d'un géant. C'était ça qui était le fun. Là, il a aussi paru comme étant le gars qui avait dit « Fuck off, no fucking way, Roman Reigns, que je vais te donner la satisfaction d'utiliser une table contre moi. » Exactement. Je suis en contrôle, je suis le gros géant, t'es dans le mode, Roman Reigns. Là, t'es genre, bon, yes, là, c'est excitant. Mais c'est juste ça, les deux gars rembarquent dans le ring. Un petit peu lent, mais à partir de ce moment-là, ensuite de ça, c'était un délice. Le combat était un pur délice de au moins, je pense que le combat a duré quelque chose comme 15 minutes, mais j'ai confirmé ça tout de suite. Effectivement, le combat a duré 19 minutes 46 secondes, et je te dirais que là-dedans, t'as 18 minutes que c'était un pur délice. Oh, c'était très très bien. Pour continuer l'histoire, en gros, c'est ça, les deux lutteurs qui retournent dans le ring après la table est cassée. Là, t'avais Roman Reigns qui avait un kendo stick. Finalement, Big Show bloque le kendo stick. Punch encore Roman Reigns. Prend le kendo stick, le casse en deux encore. Tu n'auras pas la satisfaction de m'avoir avec des armes. Fuck you. Exactement. Donc, c'était vraiment bien. C'était bien construit. Ouais. Il y a eu des spots, là. J'étais... Ah, wow, c'était beau à voir. Roman, pour expliquer, là, à un moment donné, il y avait un spot, là, j'ai levé de ma chaise, j'étais comme, oh mon Dieu! C'est quand Roman Reigns set 2 tables à l'extérieur du ring, ouais, et que Big Show le prend en chokeslam, le lève par-dessus la 3e corde et le chokeslam en bas du ring au travers de ces 2 tables-là. Oh yeah! J'étais comme, oh my god, ça, il y a du guts Reigns de manger ça, là. S'entend, là, c'est quand même haut, là, de dire... C'est haut, mais en plus de ça, il y avait Big Show qui était capable de bien diriger, heureusement. Fait que c'est bonjour la confiance. Oh, c'était super. Puis de voir après ça, parce que Big Show, à ce moment-là, clairement, fait comme, gars, c'est fini, il est mort. Et là, de Roman Reigns, qui, comme je disais, ce match-là, comme je disais quand on en a parlé la semaine passée, c'était un match pour construire Roman Reigns en tant que vraiment the next toughest son of a bitch. Puis c'était ça qui est arrivé. Oui. Il se relève après ça. Et là, t'as Big Show, là, on voit que la confiance, elle descend, là. Il est comme, il s'est relevé. What the fuck? Qu'est-ce que je fais? Puis là, t'as Big Show qui descend en bas du ring, qui prend les steps de métal, il les amène à côté des tables des annonceurs, défait la table des une des tables des annonceurs. La table américaine. C'est ça.
Et il veut shot-slammer clairement Roman Reigns au travers de ces tables-là ou sur les marches de métal. C'est pas clair, mais en tout cas, c'est pas important. Roman Reigns qui s'en libère et s'ensuit un des spots les plus beaux que j'ai vus depuis très longtemps. Donc, vraiment, là, c'était très original, c'était très wow, c'était solide. T'as mon Roman Reigns qui finalement se déprend. Big Show, il est un peu stun, il est debout sur la table américaine. Roman Reigns qui se distance, qui part à courir, qui met un pied sur les marches, un pied sur la table et qui te le spear. Et les deux gars décollent et tombent sur la table espagnole. Oui, messieurs. Tout revole. C'est juste, oh mon Dieu, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu la foule chatter holy shit comme ça. Mais ça l'était. J'étais comme, wow! Le finish, par exemple. Ça aurait dû se terminer là. Le finish ne faisait aucun sens. C'est ça. C'est la seule chose qui m'a dérangé. Ça aurait vraiment dû se finir là. Ça aurait dû être, gars, Big Show, là, il est knock. Il vient de se faire au passé à tabac avec ce move-là. Ça devrait finir là. Malheureusement, Big Show qui se relève, retombe un peu. Finalement, moi, c'est pas tant que ça fait pas de sens. C'est le fait qu'ils ont fait exactement... Parce qu'en réalité, on a déjà eu un last man standing entre les deux. Et c'est exactement la même chose qui était arrivée. Roman Reigns avait retourné une table par-dessus Big Show pour l'empêcher de se relever. Mais est-ce que Roman Reigns s'est mis sur la table pour empêcher Big Show de se relever? Pas la dernière fois. C'est parce que c'est ça qui fait pas de sens. C'est qu'il y a... c'est drôle de dire ça, là, de parler de règles dans un combat. C'est que c'est... pas un combat, mais un combat sans règles dans un événement que c'est les règles sont extrêmes. Ça ne fait aucun sens que pour empêcher entre guillemets Big Show de se relever. Il monte sur la table. C'est comme dans le fond, c'est quasiment une chute. C'est quasiment comme s'il le couvrait. Exactement. Fait que ça c'est vrai. Pis ça, là-dessus, c'est juste que c'est genre... C'est au même niveau que quand Cena a duct-tapé les pieds de Randy Orton dans leur propre Last Man Standing. Ouais, ça se peut. Je me rappelle plus de ça, là. Fait que c'est genre... bon, ok, t'as pas... Oui, t'as raison, t'as pas confiance que... Big Show se relève et reste à terre, merci. Oui, t'as mis une table dessus sur Big Show, puis ça devait être assez si t'avais déjà le pop derrière ça. Mais tout mettre dessus, c'est genre c'est mineur comparé à mettons la voiture ou Sheamus contre Dolph Ziggler. Mais c'était quand même... Moi, ça me fait quand même déranger, parce que c'est un petit détail qui fait que... C'est ça. Mais la bitch fait pas sa job. The hell is going on, what? Ouais. C'est vrai, je suis totalement d'accord. Mais sinon, là, à part de ça, le match était vraiment... Wow, c'était vraiment parfait. On parle pas de tout ça. Comme tu dis, un manque de vitesse à un certain moment. Mais c'est sûr qu'il faut pas oublier que c'est quand même Big Show. C'est quand même Big Show. Tu peux pas lui demander de rouler aussi vite que n'importe qui. Le gars, il mesure 7 pieds 2 puis il pèse 400 livres. C'est clair qu'il s'essouffle à un moment donné puis assez vite à part de ça. Non, ça me dérange pas, en fait. C'est juste le début. Moi, j'avais dit c'est que le début de match était un petit peu... le début de match, le rythme du match était lent au début. Mais après aussi d'une minute et demie, en fait, c'était un pur délice. Je suis même prêt à fermer les yeux sur comment Roman Reigns il finit Big Show. Parce que, tu sais, mettre la table pour couvrir Big Show pour être sûr qu'il reste là, ça c'est un spot cool, c'est assez imaginatif. Ce qui bonifie Reigns, ce qui aussi bonifie Big Show, parce que c'est pour Big Show, ça a quand même fallu qu'il y ait beaucoup d'affaires pour mettre Big Show à terre. C'est pas le finger poke of doom. Non, c'était une table. Il a fallu qu'il y ait une table pour que Big Show reste à terre. Pas un coup. Il a fallu qu'il y ait un objet pour que Big Show reste à terre. Ça rend Big Show fort. Exactement. Comme je dis, le match a été très bien construit. L'histoire autour du match était super bien. Les deux seuls points négatifs dans le match, un manque de vitesse à un certain moment, la finale qui est un petit peu bof. Moi, ce match-là, je donne 9 sur 10. Ouais. Et je mets mon étoile de meilleur match de la soirée. Voleur!
Parce que c'est également mon match préféré de la soirée. Suivi de Wade Barrett Neville, suivi de New Day contre Cesaro et Tyson Kidd. Avec comme en honorable, je le répète, Naomi qui s'est vraiment démarqué beaucoup ce soir-là pour sa performance. Exactement. Je sais plus si je l'ai dit pour les filles, mais je donnais 8 sur 10. Je pense que je l'ai dit, mais je suis pas sûr. Non, je l'ai pas dit. Ok, ben les filles, c'était 8 sur 10. Donc j'avais dit que j'avais dit que moi, ce que j'avais salué, c'est la performance de Naomi qui, dans le fond, prouve que elle est capable de elle ferait une bonne championne si elle gagne la ceinture. Elle ferait une très bonne championne. Exact. And now. Est-ce qu'on parle du segment Borderless Ryback ou pas pantoute? Ça vaut pas la peine. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire là-dessus. Borderless qui se présente. On se dit tout le temps, non, pas lui. Ryback qui vient casser la gueule. Merci beaucoup, c'est réglé. Bon, on n'en parle plus. C'est clairement un angle pour Bray Wyatt. Si vraiment il y a quelque chose avec Bray Wyatt contre Ryback. Fait que là, il s'attaque à son. Quoi que peut-être que ce qui serait intéressant, c'est qu'enfin, ils vont peut-être briser le 4e mur et faire OK, c'est le frère à Bray Wyatt. Puis parce que t'as attaqué mon frère, de quoi de même, tu sais. Ah, j'espère pas. Ça pourrait être quelque chose qui arriverait, mais on verra. J'espère qu'ils associeront pas Borderless à ça. Alors donc, là, on y va au main event. Mesdames et messieurs, combat de cage où le RKO est banni, ça c'est très important. Et où Gate va être le cerbère de la cage. Seth Rollins défend sa ceinture contre Randy Orton. Ou pour les intimes, Randy Orton. Match qui était... Pour moi, ça a été pas mal ce que je m'attendais. C'est-à-dire, ça l'a pas one-upé du tout WrestleMania. C'était un match correct, construit raisonnablement. Oui. Avec quelque chose qui suit. Il y a quelque chose à suivre à ça. La finale est louche. Très louche. Pas trop sûr qu'est-ce que c'est. Je sais pas. Mais c'est bizarre. Le match en tant que tel était quand même bien construit. C'était un bon match. C'était un bon match. Un bon match en tant que tel. La cage a quand même restreint les deux, clairement. Seth Rollins, quand il est rentré, ce qui habituellement est un springboard knee to the face, disons-le comme ça, était beaucoup moins beau. Je sais pas, moi pour moi c'était dû au fait justement il pouvait pas dire je fais mon springboard, je balance comme faut. Il était pris avec la cage. Le nid était pas aussi bien. C'est des choses que je m'attendais. Seth Rollins a rien rentré ou presque de aérien. Il est vraiment stick to the base. Il a pas rentré son nouveau finish. Il a pas. C'est bizarre la construction du match. Je sais pas exactement quoi dire. Il y a eu quand même des bons spots. J'ai aimé la superplex du top de la cage. Ça c'était cool. Encore là, c'est là que tu vois que Seth Rollins a du gosse en s'il vous plaît. Oh, c'était très wow. Là. Même Orton, tu regardes la reprise, là, puis Orton, une fois qu'il l'a comme dessus ses épaules, il a même pas l'air sûr. Là. Il tient en équilibre 1 ou 2 secondes, puis après ça, il se laisse tomber. Là. C'était quelque chose de big. Orton, qui à un certain moment, pump comme s'il allait faire son RKO. On se demande tout où est-ce qu'il s'en va avec ça. Et finalement, fait un beau middle finger à Hunter en faisant son pedigree. Ça, c'est intéressant. C'était cute, mais encore là, ça veut dire qu'ils s'en vont où avec ça? On le sait pas. C'était comme, OK, ben, je vais utiliser le finish du gars, du chef de l'authority à la place, vu que j'ai pas le droit à mon RKO. T'sais. C'était comme, OK. La suite, après ça, évidemment, G&G Security qui veulent s'en mêler. Kane qui veut pas ouvrir la porte pour eux. Pour Orton. Pour eux, effectivement. Effectivement, il a refusé d'ouvrir la porte à Orton aussi. Finalement, les deux, G&G, décident d'essayer d'escalader la cage. Finalement, Orton garoche Seth Rollins pour les faire tomber. Ouais, c'était bon pareil, ça. Oh, c'était classique, en fait. Là. On a déjà vu quelque chose dans le style. Mais c'était bien. Ensuite, ça l'a mené à la cage, la porte de la cage qui est ouverte. Les deux se battent pour être capables de sortir de la cage.
je sais plus si c'est avant ou après que Kane se fait justement frapper par la porte de la cage à cause d'un des deux. Après, parce que je pense que c'est Randy Orton, l'un des deux fait un dropkick sur la porte de la cage. C'est Seth Rollins. Seth Rollins fait un dropkick sur la porte de la cage sur Kane. Kane, naturellement, ça le met en colère noire. Et il ferme la porte sévèrement dans la face des deux dudes. Des deux dudes, là, hein? Sans indiscrétion. Oh non. La cage, elle a frappé les deux dudes bien comme il faut. Et là, il enlève sa cravate, il enlève son suit, il rentre dans le ring. G&G Security le suit, essaye de le calmer. Finalement, il double chokeslam les deux gars. To a good pop. Et puis là, il a l'air de s'en aller vers Seth Rollins. Il se prépare pour un chokeslam, finalement prend Orton. Ouais. Fait un chokeslam à Orton. À partir de ce moment-là, je savais plus trop quoi m'attendre. Ça fait que j'ai eu une encore plus belle surprise quand finalement il décide non, je prends Rollins aussi, puis je fais un chokeslam à lui aussi. Je pense que ce qui arrive, c'est que Kane va définitivement revenir Big Red Machine. Il va bientôt laisser The Authority. Puis il va faire une dernière run en tant que lutteur. Parce que Kane commence à être âgé. Glenn Jacobs, qui est sinon facilement un de mes lutteurs préférés dans le monde de la lutte présentement, est quand même âgé de 46 ans, a quand même eu une excellente carrière. Même là, je trouve que... Il est champion très longtemps, puis il veut pas être champion longtemps, c'est ça, avec le gars, c'est que... Il y a une fois, il a été champion 24 heures. Oui. La deuxième fois, par exemple, il y a eu un plus beau run. Il y a un plus beau run. Il était champion de la ECW. Oui, aussi. Donc, c'est ça, tu sais, il a été utilisé de bonne manière et toujours pour des belles storylines. C'est surtout ça qui était le fun. Ils ont pas mis le gars vraiment pour son talent ou pour quelque chose dans le style. Il a été vraiment mis là parce que il y avait une belle manière de construire des belles storylines avec Kane. Oui. Donc, c'était vraiment le fun là-dessus. C'est moi que j'ai aimé de ce combat-là, surtout, c'est comme on veut te parler, pour conclure ce qu'on veut te parler, c'est que ça a servi pour construire Orton, Seth Rollins, peut-être Triple H à cause du pedigree, mais également Kane. C'est ça. Pour finaliser le match, en gros, suite à ça, Kane met Orton Rollins par-dessus Orton. Pour le pin. Il y a un pin, mais Orton kick out. Ouais. Et là, c'est là que le fuck-up commence, puis qu'on sait pas pourquoi. Ouais. Kane relève Orton pour y faire un autre chokeslam. Ouais. Orton se libère et fait un RKO à Kane. À ce moment-là, je m'excuse, mais quand on se disait qu'il s'est réussi à passer, la stipulation a précisé le RKO en tant que prise était banni. Donc, personne ne pouvait utiliser le RKO d'aucune manière. Ils n'ont pas dit Randy Orton ne peut utiliser le RKO. Ils ont dit le RKO ne peut être utilisé. Exactement. Mais là, à ce moment-là, encore là, il l'a utilisé sur Kane. Mais il l'a utilisé dans la cage. Ouais. Fait que c'est ça qui fait que, genre, ben là, tu mets une stipulation, pis ok. Le ref, il fait rien. Tu fais rien? Pour expliquer aussi la réaction de mon ami ici, dans le fond, en gros, c'est que par la suite, après le RKO de Orton sur Kane, qui aurait, même si c'est pas sur Rollins, ça aurait pas dû vraiment être accepté, ben Rollins se lève et fait un RKO à Orton. C'est qui fait encore moins de sens que ça allait passer. Parce que tout ça, mesdames et messieurs, ça s'est passé devant les yeux de l'arbitre. C'est ça. Puis Rollins, finalement, sort de la cage, n'a pas piné Orton, donc logiquement, n'a pas battu Orton. Mais selon les règles du combat de cage, a vaincu Orton. Parce qu'il s'est quand même échappé de la cage. Donc, c'est une des façons de gagner le combat. Fait. Exact. Ça va un peu avec ce que je disais... encore une fois, la semaine passée, que je disais, en gros, ça peut être ça la surprise de voir Rollins gagner, entre guillemets, clean. Oui. Parce que ça a été un peu ça. Je veux dire, on peut pas dire que Kane l'a avantagé. Il a chokeslamé les deux. Il y a rien eu d'autre pour avantager lui, à part le fait qu'il a utilisé le RKO. Mais encore là, qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas exactement où est-ce que ça s'en va. C'est clair qu'il va y avoir une suite à Payback. Donc c'est un peu c'est trouble. C'est vraiment on est dans des eaux troubles avec cette rivalité là. On sait pas où ce que ça s'en va.
Probablement, il y a eu des vous-dire sur Internet avec lesquels je suis d'accord que ça ferait du sens et que ça irait bien avec la storyline de dire il va y avoir un triple threat à Payback entre Kane, Rollins et Orton. Ça serait quelque chose actuellement qui me ferait, moi, acheter le pay-per-view si je pouvais encore le commander sur télé à la carte, parce que, encore une fois, je répéterai que Kane, j'aime bien le voir lutter. Seth Rollins est un lutteur que j'adore, et Randy Orton, je recommence à bien l'aimer. Étrangement, j'aime bien, même si on sait tous que Orton, il fit beaucoup mieux, il a beaucoup mieux la tête de l'emploi en tant que heel. En tant que face, je l'aime, au moins j'aime ça de le regarder. En tant que heel, il m'emmerde. Et là, je me permets, mesdames et messieurs, pour commenter sur Seth Rollins, que j'adore Seth Rollins. Je l'adore comme champion. Quand il était emmené comme champion, c'était génial. Un peu prévisible, mais génial. Ce que j'aime pas de ce que les gens font avec Seth Rollins, c'est qu'ils en font un Edge 2.0. Il y a même eu sur le YouTube de la WWE, ils ont fait ça quelques fois, des espèces de vidéos Dream Rivalry ou Dream Match. Ouais. Ils ont carrément fait une vidéo que c'était Edge contre Seth Rollins qui est sorti il y a quelques jours. Absolument, ça moi aussi ce serait une rivalité que j'aurais aimé voir si Edge était encore en forme. Mais c'est parce que là, tu tombes à côté histoire, côté présentation, tu recycles. Au lieu de faire Seth Rollins en tant que Seth Rollins, tu recycles Edge en tant que Seth Rollins. Exact. C'est vraiment dommage pour ça. C'est ça. Moi, Seth Rollins, je l'apprécie. Je trouve que depuis 10 mois, il s'en est un peu trop sorti avec The Light. J'aurais aimé ça. C'est ça le but, mais c'est parce qu'encore là, ça revient à dire que... Parce que ça revient à dire à trois choses. Premièrement, tu sais que Seth Rollins, il a le talent... Il a le talent nécessaire pour s'en sortir tout seul. Mais, ok, il est heel de catégorie opportuniste. Ce qui amène, fait, il peut bien paresser puis se la couler douce, comme ça. C'est de cette manière-là qu'il va se faire haïr, et il se fait haïr à cause de ça, justement. Et il le fait bien. Mais en plus, ça revient à, c'est un opportuniste. Donc, Edge 2.0, je le répète, c'est là que ça commence à me gosser, Seth Rollins, parce qu'il me dit, Christy, man, tu sais qu'avec son talent, il est capable de s'en sortir. Il faut d'être l'architecte. Au pire, un plan marche pas, il y a un nouveau plan qui marche. Et au pire, ce plan-là marche pas, il y a un autre plan qui marche. Là, c'est principalement Seth Rollins, il profite de la protection de l'autorité, mais comme beaucoup. Trop, merci. Pour se sortir de ses propres... pour dans le fond demeurer le champion et demeurer interne. Pas interne, mais inerte. Cependant, qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que t'as Triple Ego, alias Triple H pour les intimes, qui lui-même semble être comme... Ça commence à l'écœurer. Mais je pense que moi, c'est in-gimmick écœure Triple H, c'est le fait que ce soit Seth Rollins qui ait le shine, Seth Rollins qui soit le champion au lieu de lui-même. Comme a fait la mention de la vidéo Wrestling isn't Wrestling. Exactement. C'est exactement ce que j'allais dire. Triple H a toujours eu dans ses feuds, a toujours été bien accompagné de personnes, mais tout va toujours bien tant et aussi longtemps que Triple H est le champion. Si Triple H fait des associations, pis quelqu'un d'autre que lui est le champion, là, soudainement, il va commencer à l'haïr, puis à comploter pour détruire cette personne-là. Il a fait ça avec Shawn Michaels, il a fait ça avec Randy Orton, il a fait ça même avec Batista, je pense bien. Oh. Il a fait ça tout au long de sa carrière. Alors, tu sais, c'est genre... au lieu de dire la troisième est la bonne, est-ce que la quatrième va également suivre la tradition? On va voir. C'est vrai que Triple H a réagi de manière plus terre à terre dernièrement face à toute cette histoire-là. Ouais. Mais il a l'air de vouloir garder la situation neutre. Donc, parce qu'il veut quand même garder le contrôle. Fait qu'il y a de quoi qui l'avantage à travers ça, là. Exactement.
Moi, juste pour revenir au match vite fait, oui. Le match, moi je note 7.5 sur 10. Oui. J'ai quand même trouvé le match bien, de manière raisonnable. Il y a eu des spots intéressants, mais la fin, non, je suis pas d'accord du tout. Qui laisse passer que l'utilisation du RKO, alors que clairement, il était pas supposé d'utiliser malgré tout. Peut-être qu'il va s'en servir comme controverse pour ce soir à Raw. On vous rappelle que l'enregistrement est le 27 avril 2015. On casse la magie. Et que Raw commence dans moins de 10 minutes. Mais ça, de toute façon, nous sommes dans notre temps. On a bien débattu sur ce podcast-là, je pense bien. Oui. Alors, je pense... Alors, là, on a le choix. S'il en parle pas, à soir à Raw, du fait que le RKO a été, même si c'était banni, a été utilisé. Ouais. Parce que dans le fond, ça change rien parce que Seth Rollins a quand même gagné et c'est Randy Orton qui a utilisé le premier, le RKO sur Kane. Exact. Donc, Orton aurait été disqualifié à ce moment-là. Fait que, tu sais, qu'Orton a été disqualifié ou ça change pas le fait que Seth Rollins aurait gagné anyway parce qu'il a gagné en s'échappant de la cage à travers la porte. Mais ça aussi, ça fait pas en sens. Non, j'allais dire que ça fait pas de sens parce que les règles disaient escape the cage, mais quand on dit escape the cage, simplement c'est par-dessus le haut de la cage, mais tu peux également t'échapper de la cage. Quand ils disent escape the cage, en fait, je m'excuse, ça inclut également à travers la porte. On parle vite. Surtout dernièrement, en plus, ça est arrivé très régulièrement que ça s'est fini comme ça. Ouais. Moi, j'ai aimé le combat. Parfait. Mais tout pas de la soirée, c'était quand même une soirée correcte. C'est une soirée raisonnable. C'était raisonnable. J'ai été content, je le répète, de voir Naomi se démarquer. Wade Barrett, Neville, j'ai content que non seulement notre prédiction se soit réalisée, c'est un très beau velours. C'est un velours. Si ça s'était pas passé, moi personnellement, je m'en aurais foutu parce que je sais que Wade Barrett donne des belles performances, ou je trouve qu'il donne des belles performances sur un ring, mais ça change pas le fait que c'est arrivé. Puis cool. Peut-être que la WWE écoute notre podcast. Non. Peut-être. Non, pas en tout. Ça serait on va être réaliste, là. Ça serait surprenant, effectivement. Ouais. Moi, j'aimerais ça juste prendre 2 minutes. Yes. Juste pour commenter. On s'entend, là, présentement, il y a un gros point d'interrogation avec la WWE pour Daniel Bryan. Il n'était pas présent. On ne sait pas quand il revient. C'est inquiétant. C'est effectivement... Ouais, je pense que Daniel Bryan, ce serait dommage, encore une fois, que pour la deuxième fois en un peu plus que 365 jours, pas tout à fait deux fois ça. Ce serait dommage que Daniel Bryan, on lui retire la ceinture intercontinentale. Pas juste ça, moi je pense à cause d'une blessure. Moi, je m'inquiète ça passe comme Christian, dans le fond, c'est que t'es trop blessé, fait qu'on te donne un job en tant que agent backstage. Ouais, mais c'est pour le restant de ça ton arrive contrat. parce qu'en réalité, Daniel Bryan, ça fait pas longtemps qu'il est là. Moi, ça m'inquiète vraiment beaucoup parce que on s'entend, Daniel Bryan, présentement, c'est un des talents les plus appréciés par la foule. Il y a clairement une heat. Et la marchandise aussi. Et oui, puis il est bon dans le ring, il est écœurant. Il est clairement revenu trop vite à Royal Rumble. Il aurait dû attendre. Il est revenu parce qu'il voulait avoir un moment WrestleMania, je crois. Ils se sont dit, il faut que Bryan soit là à WrestleMania. Est-ce que tu es capable de revenir? Puis lui, il a dit, si vous me donnez un moment à WrestleMania, c'est sûr que je vais être là. Quelque chose comme ça. Et puis là, ça le rattrape. Il aurait pas dû revenir. Il aurait dû attendre plus longtemps. On a déjà vu des blessures de ce type-là. Autant par Michaels, que ça l'a tenu très éloigné longtemps du ring. Lui, c'était le bas du dos. Dans le cas de Daniel, c'est le cou. Mais c'est des blessures qui peuvent tuer une carrière. Et moi, ça m'inquiète de voir que Daniel Bryan se manque un peu de respect dans cette situation-là. Je comprends qu'il aime lutter, mais si tu veux vraiment, puis qu'il aime le public, puis qu'il veut donner au public ce qu'il veut. Mais il y a une expression, ou plutôt une mise en situation, qui reflète très bien ce genre de situation-là, et c'est la situation quand il y a des problèmes dans un avion. La première chose à faire, c'est de mettre ton
ton masque à oxygène à toi et de t'assurer qu'il est bien placé pour ensuite aider les autres et non le contraire. Pourquoi? Parce que si toi, tu es en sécurité, tu peux mieux t'occuper des autres ensuite. Oui. Et c'est exactement la même chose avec Daniel Bryan. Il devrait s'inquiéter de sa propre personne présentement parce que ça sert à rien de revenir pour les autres trop vite et de se blesser encore plus. Moi, j'ai pas envie que Daniel Bryan, on le perde aussi vite que ça. Non, c'est quand même... Et ça m'inquiète beaucoup. Comme je dis, Shawn Michaels, une blessure de ce type-là, l'a laissé à l'écart durant 2 ans et demi, si c'est pas 3 ans. Ouais. Edge, ça l'a tué sa carrière. Mm-hmm. J'aimerais pas ça qu'il arrive quelque chose du style. Donc, si je peux me permettre, je souhaite prompt rétablissement à Daniel Bryan et qu'il prenne la bonne décision. Je vais jouer à toi, Richard. On va espérer, on va deux espérer que ça soit le cas et que les dommages à l'égard de Daniel Bryan soient au minimum. C'est un autre débat pour savoir qu'est-ce qui a vraiment causé ça. Moi, je pense que c'est le board kick de Sheamus qui a amené que par la suite, le curb stomp était banni. Mais ça, on en a parlé la semaine passée. Exact. On parlera de tout ça dans un autre podcast. Sinon, on va clôturer ça là pour le moment. Ben c'est ça. Je pense que c'est le bon moment de clôturer ça là, en fait, vu que on a fait le tour le tour de la question et que je pense que c'est un événement qu'on a quand même, en général, bien apprécié, autant dans ses lacunes que dans ses bons moments, mais c'est pas un événement très historique. Non, c'est juste ça. Ça promouvoit beaucoup, pour moi, ça promouvoit beaucoup ce qui va arriver à Payback. Yes. Dans le fond, on sert d'Extreme Rules pour promouvoir Payback. On va essayer de faire croire que c'est un plus gros événement encore, mais ça, Payback, c'est dans 3 semaines. Et fait que ça veut dire que la I a 3 semaines pour vous vendre Payback. Fait que sur ça, mesdames et messieurs, c'est conclu notre podcast sur le retour de Extreme Rules 2015. On peut suivre nos activités à travers la chaîne YouTube dans laquelle vous êtes présentement. Pour ne pas rien manquer, inscrivez-vous. Vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook, par le biais de Entre 4 coins. Le Twitter, vous pouvez nous suivre sur le Twitter, qui est également le même nom, Entre 4 coins. Je m'excuse en passant pour le Twitter d'hier. Sur mon téléphone, Twitter ne fonctionnait pas. Alors, je ne pouvais malheureusement pas envoyer des tweets. La prochaine fois, pour Payback, dans 3 semaines, il va y avoir des tweets concernant l'événement avec nos commentaires. Alors, c'est on s'en reparle de toute façon d'ici 2-3 semaines. Toi, plus personnellement, Richard Adam Gagné, comment peut-on te rejoindre? La meilleure manière de me rejoindre reste toujours la page Facebook de Entre 4 coins du ring. Donc, Facebook / Entre 4 coins. Vous cherchez le chiffre Entre avec le chiffre 4, coin avec un S. Plus personnellement, Richard Adam Gagné, vous cherchez sur Facebook, Damon Drake sur Facebook aussi. Vous pouvez me contacter sur mes 2 comptes personnels, il n'y a aucun problème, je vous répondrai dans les plus brefs délais. Et toi, mon cher Pierre-Luc? On peut me rejoindre sur antithèse@gmail.com ou yahoo.ca en ce qui concerne les emails. Mais si vous avez plus une question d'ordre général pour Entre les 4 coins du ring, vous pouvez nous contacter à entre4coins@gmail.com. Sur ce, au prochain podcast, que ce soit dans 1 semaine ou 2, va porter sur les jeux vidéo. Et ensuite, tout dépendant des temps, ça va être les prévisions de Payback, justement. Alors, c'est pas pire, hein? On est déjà pour à peu près le mois de mai de fête pour de prévu. Considérant que là, on vient annoncer 3 podcasts. Le prochain sur les jeux vidéo. Ensuite sur Payback, dépendant des temps. Les prévisions de Payback. Et le retour de Payback. Nous sommes en feu ici Entre 4 coins du ring, le podcast de lutte francophone. Alors, c'était Pierre-Luc Espantoso et pour Richard Adam Gagné qui vous dit à la prochaine.